22 avril 61, dès 7 h du matin, la radio annonce l'insurrection de l'armée d'Algérie. Les généraux Chal, Salan, Jouhaud et Zeller ont pris la tête de la révolte. Les parachutistes tiennent la ville, la foule européenne se presse sur le forum. En métropole, dans le grésillement de leur poste, quelques auditeurs sont bouleversés d'entendre le nom du commandant de Saint-Marc parmi les insurgés. Un prêtre jésuite revoit un adolescent en pyjama rayé à Buchenwald. Une jeune femme se rappelle le sourire et les silences de son oncle de la frontière de Chine. Un officier parachutiste replonge 10 ans en arrière au Tonkin quand, avant de sauter, son regard croisait celui du capitaine de Saint-Marc. Deux grands reporters, favorables à l'indépendance de l'Algérie, refusent de croire à la révolte d'un homme dont ils appréciaient la modération et les idées libérales. Le ministre des Armées et son aide de camp consultent avec colère le dossier du commandant de Saint-Marc. Tous se posent la même question. Comment un homme comme Élie de Saint-Marc est-il devenu un rebelle? Élie de Saint-Marc, vous avez pris les armes contre le gouvernement de votre pays. Vous vous êtes rendu coupable du délit d'occupation de bâtiments officiels, de violation de l'ordre public, d'atteinte aux libertés républicaines et à l'unité de l'armée. Vous acceptez aujourd'hui de témoigner de vos actes. Je m'étais rebellé, j'avais joué, j'avais perdu, et je suis arrivé à la Santé où il y avait toute une escouade de photographes qui sont précipités pour me photographier à travers la vitre. J'ai regardé les photographes et je regardais les flashs et les objectifs. J'avais aucune raison de me cacher. Même si on pensait que notre action était condamnable, on pouvait quand même reconnaître que nous avions agi pour des mobiles qui étaient respectables. En 1961, vous avez 39 ans, vous êtes marié. Vous êtes commandant par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes. À Paris, l'instruction commence. Vous déclinez votre identité. Vous êtes né le 22 février 1922 à Bordeaux dans une famille de notables. Votre père est avocat, bâtonnier et conseil de la ville. Très jeune, j'ai eu la notion de la responsabilité et la notion que je devais me parfaire, continuer à me construire. C'est mon père qui me l'a appris. C'est le sens de la responsabilité. Il me disait toujours un homme est responsable. J'étais un enfant renfermé, pas très sûr de lui parce que je n'étais pas, je crois, très beau. Je faisais des études laborieuses, difficiles. J'étais pas un élève brillant. Déjà, je songeais à être soldat. Je rêvais devant la map monde. Je lisais Jules Verne. Je rêvais de grands voyages exotiques, de beauté énigmatique. C'était Lyoté, c'était Gallieni, le Sahara, c'était les missionnaires, c'était toute cette espèce d'imagerie de la grande France, d'outre-mer. J'étais un imaginatif, un rêveur, et j'espérais que ma vie pourrait être à la hauteur de mes rêves. Mai 1940, la France est envahie, vous avez 18 ans. Vous suivez avec rage l'évolution des combats. Avec la débâcle, vous perdez vos certitudes d'enfant. N'imaginions pas une seconde que la France pouvait être vaincue. C'est un monde qui s'est effondré. Ça a été un séisme, un tremblement de terre, parce que cette nation qui s'est effondrée, qui était réputée une des premières du monde, et cette armée française, qui était réputée une armée invincible, qui s'est effondrée en quelques semaines. Et derrière elle, nous avons vu une armée triomphante, un matériel rutilant. C'était l'armée allemande, que nous avons vu avec un mélange de fascination et un mélange de haine aussi, bien sûr. Vous entrez dans la vie sous la botte allemande. Mon père, c'était un homme de droite, un ancien de Verdun, il respectait le maréchal Pétain, le pouvoir légal de la France. Mais alors ça, l'histoire de l'étoile jaune, il ne l'a absolument pas digéré. Je me souviens très bien, dans la rue, systématiquement, chaque fois qu'il rencontrait un homme ou une femme portant l'étoile juive, l'étoile jaune, il enlevait son chapeau, il saluait profondément cette personne.
Septembre 40. La discipline scolaire vous paraît dérisoire face au bouleversement du monde. C'est pas un élève dont le charisme ressortait de performances intellectuelles. C'était un garçon que tout le monde aimait bien, qui était, si vous voulez, le prototype du garçon franc, ouvert, sans problème, sympathique, mais réservé. Viscéralement, je n'acceptais pas l'occupation. Qu'une troupe étrangère soit à Bordeaux, sur les quais, à Paris, place de la Concorde, sur l'Arc de Triomphe, physiquement, je n'acceptais pas. Février 41. Pour rejoindre la maison familiale près de Bergerac, vous passez en fraude la ligne de démarcation. Le supérieur de votre collège l'apprend. Il vous demande d'aider un ami qui se fait appeler le colonel. Vous entrez dans la résistance. Au début, j'ai fait ça un petit peu comme un grand jeu. C'était un petit peu l'aventure pour moi. Ça m'amusait, c'était interdit, il fallait passer entre les patrouilles, entre les chiens policiers. Alors je trouvais une espèce de goût d'aventure, une espèce de passion de l'inconnu à franchir cette ligne de démarcation. Mon imagination s'enflammait, c'était plus les romans de Kipling, les romans de Stevenson, c'était la réalité quotidienne à travers la grisaille de l'occupation, à travers la faim, la pauvreté, la pénurie. Juillet 43. Vous décidez de rejoindre les troupes alliées en passant par l'Espagne. On vous parle d'une filière à Perpignan. Vous êtes arrêté par la Gestapo. On a su qu'il était à Drancy. Je me souviens très bien mon père partant à Paris et disant je vais essayer de voir si je peux le rencontrer. On était très loin de penser d'aller subir le sort qu'il a subi. Je venais de passer mon baccalauréat et j'avais décidé de rejoindre De Gaulle à ce moment-là. Je l'ai rencontré donc dans un groupe d'une quinzaine de jeunes gens. Nous essayons de traverser la frontière. Nous avons été vendus par le guide et nous nous sommes retrouvés en camp de concentration. Ça m'arrivait devant la grande porte. Et là, j'ai compris que, de manière intuitive, que je rentrais dans une autre planète. D'abord, le cadre était, d'une certaine manière, assez somptueux, enfin grandiose, si vous voulez. Cette place d'appel qui est immense, qui descend en pente douce vers des rangées de baraques. Et là, j'avoue que j'ai compris que nous étions entrés un petit peu dans la maison des morts. Et c'est là où j'ai vu ces hommes décharnés qui arrivaient vers nous et avec ce regard. Ce regard à la fois terne et qui regardait à l'intérieur de soi, comme si c'était un regard qui avait connu des choses que les autres hommes n'avaient jamais connues. Et c'est en rencontrant ces regards que j'ai compris ce qui allait nous attendre. C'est un pas après un pas, aller au bout de l'heure présente, aller au bout de la journée présente, aller au bout de la journée du lendemain, et comme ça, effort après effort, on arrive à perdurer, à persévérer, en sachant que d'un moment à l'autre, tout peut s'effondrer. Il y avait une rumeur, il y avait souvent des bobards, il y avait une rumeur qui disait que nous pourrions très bien être libérés, peut-être, si nous acceptions d'être travailleurs libres. Je m'étais dit, ce serait peut-être une occasion de s'évader. J'en avais parlé à Élie, mais tout de suite, il m'a coupé, il a dit, il n'est pas question. Ça m'a beaucoup impressionné, je me suis dit, c'est un homme qui n'admet pas la compromission. Septembre 44. Vous êtes transféré dans le camp satellite de Langenstein, où la mortalité dépasse 80%. Nous étions insérés dans un monde extrêmement inhumain. Chacun pour soi, c'est l'autre qui crève ou c'est moi, donc je me bats pour que ce soit moi qui ne crève pas et l'autre qui crève. Et là, j'étais avec un laiton, une espèce d'armoire à glace, qui était assez méchant, assez austère, assez brutal vis-à-vis de moi au début, et puis qui s'est pris d'amitié pour moi. C'était un mineur de métier, et je crois qu'il poussait beaucoup plus que moi. D'ailleurs, il était en meilleure forme que moi parce que c'était un voleur. C'était un voleur remarquable, et dès que la surveillance se relâchait un petit peu, il foutait le camp. Il revenait avec de l'alimentation. Et il allait fouiller dans les musettes. Il aurait été pris sur le fait et était fusillé immédiatement. Et il me donnait des parties de son larcin. Au début, j'avais quelques scrupules à prendre ce qu'il me donnait parce que je savais que c'était volé sans doute à d'autres détenus. Et un jour, je me suis dit, mais en mangeant ça, peut-être que
un de mes camarades est en train de mourir parce qu'il lui a manqué les 100 grammes de pain ou le bout de margarine qui lui aurait peut-être permis de survivre, mais je l'ai fait quand même. Et il m'a aidé. Il m'a aidé par les larcins qu'il faisait et dont il me faisait profiter. Il m'a aidé à survivre. Quand les Alliés découvrent l'horreur des camps, ils obligent les villageois allemands à défiler devant les rescapés. Je me souviens encore, c'est un monde où on ne voyait plus de femmes. Il n'y avait plus de femmes, c'était le monde concentrationnel, c'était un monde sans femmes. Et mon premier souvenir d'homme libre, c'est l'arrivée de ces civils allemands, parmi lesquels un visage de femme, qui m'a paru très beau, parce que, vous savez, quand on vit dans cette ambiance, le visage d'une femme, c'est l'affection, c'est la mère, c'est la sœur, c'est un monde de douceur, de bonté, qui n'existait plus pour nous. J'ai vu ce visage et j'ai perdu connaissance. Avril 45, vous êtes transféré dans un hôpital américain. Vous pesez 35 kilos. Pendant une semaine, vous ne vous souvenez plus de votre nom. Vous faites partie des 30 rescapés d'un convoi de 1000 déportés. Nous avons retrouvé ce document. Vous avez reconnu cette image comme étant la vôtre. J'avais ce regard de dément, dites-vous. Vous avez 21 ans. On savait qu'il était vivant, on avait appris qu'il était parmi les hommes libérés et qu'il allait un jour ou l'autre rejoindre Bordeaux. Effectivement, mon grand-père et ma mère allaient très souvent à la gare Saint-Jean. Ils revenaient bredouilles, ils allaient guetter les trains, voir si Élie débarquait. Je n'ai pas voulu prévenir ma famille de mon retour. Je ne voulais pas de ces scènes un petit peu théâtrales à la gare où tout le monde tombe dans les bras les uns les autres en pleurant. Mon père était avocat et son cabinet était au rez-de-chaussée. Alors je me suis fait déposer près de la maison. J'ai frappé à la vitre. J'ai vu son visage. Il s'approchait de la vitre. Il est venu m'ouvrir la porte et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Été 45. Vous êtes au bord du désespoir. Le bonheur des autres vous renvoie au malheur de la déportation. La nuit, vous avez de terribles cauchemars. Vous ne parlez à personne de votre épreuve. Quelque temps après, il est revenu, il a dit « je vais vous montrer des dessins ». Et puis il s'est mis à ouvrir des carnets qui avaient été faits par un déporté, qui étaient des croquis assez tragiques. Et très très vite, brusquement, il a tout fermé, il a dit non, et il a emporté ses carnets, il est monté. J'ai senti une émotion très forte, quelque chose qu'il ne pouvait pas partager. Après le putsch, vous répondrez au juge d'instruction qu'il ne peut rien comprendre à votre révolte. Vous le regarderez comme un étranger. Septembre 46. Vos faits de résistance vous donnent le droit d'entrer directement à Saint-Cyr. Vous décidez de reprendre votre vie là où vous l'aviez laissée, être soldat. Élie de Saint-Marc, je l'ai rencontré pour la première fois à Couët-Quidan, puisqu'on était de la même promotion. Et il ne me connaissait pas, mais lui, il était parmi les personnalités qui émergeaient parmi les élèves. Il y en avait quelques-uns comme ça qui émergent. On voit qu'ils ont des personnalités assez exceptionnelles. Ça venait peut-être de sa stature, ses yeux bleu clair, son calme. À la sortie, vous choisissez de servir dans la Légion étrangère. Là, vous découvrez une grande majorité d'Allemands. Certains, anciens de la Wehrmacht, ont peut-être été vos bourreaux. Il y avait mes lectures d'adolescence, il y avait Les Hommes sans nom, les romans des Vallières, l'épopée du désert. Et puis je crois d'une manière inconsciente, j'ai deviné qu'à la Légion étrangère, je trouverais des hommes qui étaient jugés selon les mêmes critères que ceux d'après lesquels j'avais jugé mes camarades en camp de concentration. Ces hommes sont passés, son nom, son nationalité, me rappelaient un peu ces numéros matricules que nous étions dans les camps de concentration, qui étaient dépouillés de tout leur passé, de tout leur paraître, de tout leur avoir, et il y avait l'être profond qui subsistait, et c'est à cause de cela qu'après cette dure période de la déportation, de la manière difficile dont je me suis réhabitué au monde de la liberté, pour moi c'était une occasion tout à fait exceptionnelle de repartir à zéro et de me réhabituer à un autre monde dans lequel je retrouverai mon équilibre, et j'y ai trouvé mon équilibre. Septembre 48.
Vous embarquez pour l'Indochine sans rien savoir ni du pays ni de la guerre qui commence. Vous voulez simplement faire table rase du passé. À 12 000 km de la métropole, après bien des ambiguïtés, la France soutient l'empereur Bao Dai contre le Viet Minh communiste d'Ho Chi Minh. Vous arrivez dans une Indochine qui n'est plus tout à fait la France. Vous éprouvez comme beaucoup la passion du pays, le mal jaune. Nous avons longé la côte d'Annam et nous avons vu ces plages admirables. Nous avons vu toutes ces barques dont certaines approchaient le bateau. Nous sommes arrivés au large de Haiphong et tout près de la baie d'Along que nous avons aperçue dans la brume. Un paysage féerique. Et nous avons vu cette côte luxuriante et nous avons débarqué dans ce coin du Vietnam sans armes. Et je me suis promené dans la jungle environnante. J'ai commencé à me frayer un passage dans ces herbes coupantes, au milieu de ces arbres géants, de cette végétation où l'on ne voit pas à 3 pas et qui allait être pendant de longues années le théâtre de ma vie quotidienne. Vous êtes affecté à la défense de la route coloniale numéro 4, que les légionnaires appellent la route du sang. Chaque colonne de camions affronte de violentes embuscades. La région était occupée par une minorité ethnique dure, robuste, un peu farouche. C'était des hommes libres et qui n'acceptaient difficilement une tutelle extérieure. Alors, comme ils avaient mal accepté la tutelle Viet Minh, finalement, ils s'étaient tournés vers nous d'une manière assez naturelle. Donc, on en a recruté un certain nombre. Vos partisans appartiennent à la minorité Tho. Et pendant de longs mois, j'ai mené avec eux une aventure assez fabuleuse, arpentant les pistes les plus reculées, traversant quelquefois des régions inviolées. C'est un pays difficile à vivre pour l'homme à cause du climat, mais d'une beauté à vous couper le souffle. Janvier 49. Jeune lieutenant, vous acceptez la responsabilité de Talung, un poste abandonné à la frontière de Chine, au bord du fleuve Songbanjiang. Notre arrivée créait une certaine animation dans les villages. Les chiens aboyaient, les enfants combattaient autour de nous. Et l'ambiance était très gaie parce que les partisans étaient du village ou des villages avoisinants. Ils retrouvaient des parents, des amis. Ils retrouvaient quelquefois des fiancés. C'était une ambiance assez joyeuse. Mais il fallait dormir. Chacun cherchait une place, à même le plancher, l'arme à portée de la main. En général, on m'offrait le lit du maître de maison. On entendait le vol vibrant des moustiques, les bâtonnets d'encens continuaient à brûler devant l'autel des ancêtres. On entendait quelques appels rauques, quelques cris stridents. Les partisans faisaient souvent des cauchemars. Sans doute ils se souvenaient du dernier accrochage. Parfois, l'un d'eux venait me voir effrayé. Il avait cru entendre, autour du village, les cris désespérés des âmes errantes. J'essayais de le calmer, mais parfois sa frayeur m'envahissait. Et il m'est arrivé d'entendre moi-même les cris désespérés des âmes errantes autour d'un certain nombre de villages. Ce qui était un peu écrasant, j'étais seul responsable d'un certain nombre de villages. J'aurais pu les piller, j'aurais pu massacrer des gens, personne ne m'aurait demandé des comptes. Et je me sentais maître après Dieu, risquant ma vie tous les jours en plus, ce qui donnait une espèce de force incroyable au moment de paix que je goûtais. C'est là que j'ai deviné que quoi qu'il puisse m'arriver dans l'avenir, le Vietnam continuerait à m'habiter jusqu'à mon dernier jour. Pendant 2 mois, nous n'avions aucun contact avec l'extérieur, sauf avec la radio. J'étais abonné au Monde, je recevais 60 numéros du Monde. Alors, au lieu de les décacheter tous ensemble, je les classais et j'en lisais un par jour, avec un décalage de 2 mois. Et c'est comme ça que je me tenais au courant de l'actualité mondiale avec un décalage de 2 mois. Et j'avoue que je trouvais assez peu l'écho de ce que je vivais quotidiennement avec ma boule de riz, mes liserons d'eau, mes nuits au milieu des partisans. Octobre 49.
Vous assistez à la débâcle des nationalistes chinois chassés par les troupes communistes de Mao. De l'autre côté de la frontière, les troupes d'Ho Chi Minh trouvent aussitôt une aide décisive. Ta Long n'est plus qu'une pointe d'aiguille perdue en territoire Viet Minh. J'ai deviné, parce que j'étais à demi préparé à cette opération. Je me suis dit peut-être qu'ils vont peut-être nous replier. Et quand j'ai vu les camions vides, j'ai tout de suite compris. Et je me souviens, le colonel Charton est descendu de sa Jeep, j'étais au-devant de lui, il avait sa canne toujours, et il m'a dit Saint-Marc, on va partir. J'ai essayé d'éviter l'inévitable, en essayant de dire mais est-ce qu'on ne peut pas rester, est-ce qu'il n'y a pas des solutions de renforcement? Non, il m'a dit c'est une décision et c'est une chose qu'il faut faire très rapidement. Et la consigne était de ne prendre à bord aucun de ceux qui n'avaient pas été désignés pour partir dans ce convoi. Et lorsque les moteurs se sont mis à tourner, progressivement, autour de chaque camion se sont agglutinés des hommes, des femmes et des enfants qui voulaient essayer de monter. Mais on ne pouvait pas les prendre, c'était des ordres relativement cohérents avec l'opération que nous menions. Et des mains se sont agrippées au ridel des camions parce que ces hommes et ces femmes voulaient monter. Et nous avons été obligés de donner des coups de crosse sur les mains qui s'agrippaient au ridel des camions pour leur faire lâcher prise et de façon à ce que les camions puissent partir. Et ces hommes et ces femmes sont tombés dans la poussière de la route et nous les avons abandonnés et nous sommes partis. Et quelques 36 heures après, ou 48 heures, nous avons vu arriver des hommes et des femmes qui, par la forêt, nous ont rejoints et nous ont expliqué que quelques heures après notre départ, nos adversaires, le Viet Minh, ont occupé la région et ont massacré ceux qui nous avaient fait confiance et que nous avions abandonnés, et ils ont été massacrés. Moi, je crois que c'est une chose qui explique que je suis devenu un officier rebelle. L'évacuation de Ta Long vous obsède. Au juge d'instruction, vous direz « Je ne voulais pas que se répètent les mêmes scènes en Algérie ». Il vous répondra « Cela n'a rien à voir ». Il vous regardera comme un officier factieux, vous le trouverez vaniteux. En rentrant dans votre cellule, vous crierez des insanités à travers les barreaux. Mais pourquoi revenir en Indochine? J'ai la blessure de la guerre. Mais on est passé par de telles aventures, une telle épreuve, que l'on en garde la marque et la blessure pour toujours. Pour moi, c'était toujours le modèle d'officier que j'ai essayé d'imiter par la suite. Il ne faisait pas prendre de risques inutiles. Lui-même s'exposait quand il le fallait pour donner l'exemple. Souvent, je me disais, tiens, dans un cas pareil, qu'est-ce que Saint-Marc ferait? Pour bien commander des hommes, je crois qu'il faut, j'hésite à employer le mot, mais je crois qu'il faut les aimer. Je crois qu'on ne peut pas commander des hommes sans les aimer. C'est pour moi une loi éternelle et immuable. Et c'est là qu'est la tragédie du chef de guerre. C'est que ces hommes sont tout pour lui. Et il les conduit au combat, donc souvent à une mort probable. Qu'ils partagent leurs risques ne change rien aux problèmes. Et c'est ça, la contradiction et la tragédie du chef de guerre. En chaque homme, il y a une part d'ombre et une part de violence. Et après un combat, lorsque, pour se battre, on a libéré une part de ses instincts quelquefois les plus bas, alors là, il faut avoir l'autorité sur la troupe pour éviter des débordements. Et les débordements, c'est le pillage, le viol, c'est l'achèvement des blessés. Mais c'est pas facile. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'instincts qui ont été libérés, puis à un moment donné, il faut dire stop, arrêtez. Alors il faut une très grande autorité et il faut être implacable. Parce que si cette autorité à ce moment-là n'est pas acceptée, puis si vous êtes isolé, il ne faut pas hésiter à descendre quelqu'un s'il ne vous respecte pas. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations... La raison, déjà. La chute de Dien Bien Phu scelle la défaite française en Indochine. Vous êtes du côté des vaincus. Le Viet Minh prend le contrôle du Nord. Vous assistez à l'exode des catholiques du Tonkin. Vous êtes capitaine, vous avez 32 ans. Nous avons vu se jeter à la mer
des provinces entières, des femmes, des enfants, des hommes qui voulaient rejoindre les bateaux français parce qu'ils ne voulaient pas rester sous le contrôle communiste. Alors ils essayaient de nous rejoindre à la nage ou sur des bateaux faits de roseaux tressés qui bondissaient à la cime des vagues. Nous avons pu en recueillir quelques-uns, mais la plupart d'entre eux sont morts noyés. Le bateau où je me trouvais s'appelait l'Espérance. On sentait dans leur regard une humiliation terrible, une déception gigantesque à notre égard. Je ne sais pas si c'est de l'amertume, mais très blessé à vie, d'avoir connu ces peuples que j'ai engagés, et ensuite que j'ai abandonnés. Je crois que le Vietnam m'a blessé à vie et que j'en garde encore aujourd'hui les blessures. Janvier 55. Les événements d'Algérie commencent. Votre bataillon est appelé en renfort. Vous quittez le Vietnam. À un ami, vous confiez « Je suis un amputé ». En Algérie, le gouvernement ne parle pas encore de guerre, mais de terroristes, de bandes rebelles, de maintien de l'ordre. Les choses étaient plus compliquées qu'on voulait bien nous le dire, parce que l'Algérie, c'était la France, c'était 3 départements français. Se poursuit. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Un important engagement a eu lieu dans les environs... Nous étions très conscients de ce que cette guerre en Algérie était une guerre ambiguë. C'est une guerre sur un sol français contre des hommes qui avaient la nationalité française. Ça avait quand même presque une figure de guerre civile. Vous combattez dans les Aurès et les montagnes des Nemencha. La rébellion gagne du terrain. Vous vous heurtez à l'inconscience des Pieds Noirs. Moi, j'ai jamais été ce qu'on appelle un partisan farouche de l'Algérie française. Je pensais que l'avenir de l'Algérie devait se faire pour des raisons d'histoire, de géographie, de sensibilité, de présence coloniale, pourquoi ne pas le dire, devait se faire avec toutes les composantes de la population algérienne qui était si riche. Et je souhaitais que cet avenir soit fortement rattaché à celui de la France. Moi, je suis davantage un paysan qu'un citadin. Donc je suis davantage accroché par les hommes qui vivent près de la terre, près des éléments, près des bêtes, d'une population un peu archaïque et des civilisations archaïques. On voyait les nomades, les caravanes de chameaux, qui faisaient penser aux lectures bibliques qui avaient séduit mon enfance. Et pour moi, le souvenir que je garde des soirées d'Alger, ce sont ces souvenirs d'harmonie, de beauté et d'odeur. Devant vos juges, vous évoquerez les séquelles de la bataille d'Alger. Officier de presse du général Massu durant toute cette période, vous restez pourtant à l'écart des opérations de renseignement et de répression. Mais la blessure est vive. Janvier 57. Le FLN promet aux Français un Dien Bien Phu algérien. À la torture. C'est le réflexe de Pavlov. Quand on parle de l'Algérie, on parle de la torture. Les forces du général Massu, chargées de la sécurité, ont dès le premier jour lancé des sommations aux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver... Très rapidement, cette guerre a eu un aspect tragique et un aspect où la torture avait une place. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a confié à l'armée des pouvoirs policiers. Et l'armée ne voulait pas d'elle-même assumer de tels pouvoirs. Le général Massu décide de couvrir les interrogatoires des paras de Bijar. Aux bombes, l'armée répond par la torture. Quand une ville est parcourue d'ambulances à toutes sirènes hurlantes, et lorsqu'on se dit est-ce que c'est mon ami ou mes parents qui sont blessés ou qui sont morts, il y a une ambiance de terreur, d'inquiétude qui se crée dans tous les esprits. Et là, il est certain que des moyens d'interrogation ont été menés, que la morale réprouve. Et que moi, personnellement, je réprouve, en tant que chrétien, en tant qu'humaniste, je réprouve la torture. C'est clair et net. Moi, j'ai été entre les mains de la Gestapo, j'ai été entre les mains de la police française. Donc, je connais, pas d'une manière abstraite et
et intellectuelle, mais d'une manière concrète et douloureuse, ce que peut être un interrogatoire. Maintenant, demain, je serai responsable du maintien de l'ordre dans un quartier. Il y aurait des bombes qui éclateraient et qui tueraient des femmes et des enfants innocents, et que j'aurais à côté de moi le responsable du groupe terroriste qui fait péter les bombes, qui sait où elles sont stockées, qui sait qui les amorce. Est-ce que je le tabasserai pas pour savoir la vérité? On estime que la répression a fait plus de 2000 morts, torturés, disparus ou suicidés par balle. Je crois que ce qu'on peut reprocher au commandement français et aux autorités françaises, c'est de ne pas avoir eu une doctrine dans ce domaine et de ne pas l'avoir appliquée d'une manière cohérente et d'une manière très rigoureuse, en disant voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit. Le pouvoir et l'armée n'avouent que quelques bavures. Comment l'ancien déporté peut-il supporter cela? Alors il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça, et puis il y en a d'autres qui ont laissé faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais ce que je sais, c'est que dans des situations aussi dramatiques, aussi brutales, il y a des hommes qui ont une part mauvaise en eux. Cette part mauvaise se déploie, se révèle et envahit toute leur personnalité, et qu'ils deviennent des salauds. L'armée gagne la bataille d'Alger. Le FLN disparaît de la ville pour de longs mois. Mais la victoire est amère. On nous a fait faire tous les métiers, parce que personne ne voulait ni ne pouvait les faire. On fait le sale boulot, et on se fait engueuler, on se fait salir, et on se fait injurier. Il y a un sentiment de défiance qui s'installait à la fois vers le pouvoir, à l'égard du pouvoir politique, et même un petit peu à l'égard du commandement. Septembre 57. Vous vous mariez avec une jeune femme de 23 ans qui semble ne rien savoir des horreurs de la guerre. De Saint-Marc était un personnage qui était très respecté par la presse américaine et anglaise, et étrangère en général. On connaissait son passé, il n'en parlait jamais, mais il avait un prestige naturel, il avait une espèce d'aura. Et il était, si vous voulez, un avocat extrêmement lucide, extrêmement intelligent et extrêmement modéré. Le 13 mai 1958, c'est l'insurrection des Pieds Noirs d'Alger. J'étais dans le PC de la division qui était sur le haut d'Alger, à Hydra, et nous avons appris par la radio interne du réseau militaire, qu'il y avait de graves événements qui se passaient au gouvernement général. Et le général Massu m'a dit Saint-Marc, venez avec moi, il y a le bordel au gouvernement général. C'est un pronunciamento, écrit le correspondant du Monde. Massu prend la tête des comités de salut public. L'armée choisit De Gaulle. Ah là, le gouvernement général, c'était un peu le bordel. Il y avait la foule qui était en train d'envahir les premiers étages du gouvernement général. Et il y avait tous les papiers qui étaient jetés du premier étage, du balcon. Et là, une impression d'émeute. Une des grandes craintes permanentes en Algérie, c'est que l'émeute ne déborde vers une cassure des communautés, vers des ratonnades et vers des chocs entre les communautés européennes et musulmanes. Et ça, c'est une idée fixe de la plupart d'entre nous. Alors il y a eu ce qu'on a appelé les scènes de fraternisation. Et j'ai vu comme une marée, c'est les musulmans qui montaient vers la Grande Poste et qui, vers la Grande Poste, arrivaient vers le gouvernement général où était massée une foule européenne. Et là, il y a eu quand même un moment assez fort. Au micro, il y avait un Européen qui disait « Laissez de la place, nos frères musulmans arrivent, c'est le moment de nous réconcilier, etc. » Il y a eu un grand élan de fraternisation et où, à ce moment-là, on a cru que tout était possible. Alger réserve au général de Gaulle un accueil triomphal. Vous êtes enfin du côté des vainqueurs. Il nous l'a dit. Il nous a dit, je vous ai compris, il l'a dit à l'armée, il l'a dit aux musulmans, il l'a dit aux Européens. Ça a été le début d'une équivoque tragique. Vive le général de Gaulle, Algérie! Je ne crois pas qu'il nous ait compris. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir trouvé des paroles extraordinaires pour répondre à une situation
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Ce jour-là, j'étais pas très loin de lui. J'étais sur le balcon à quelques mètres de lui et j'étais assez transporté par ce qu'il disait parce que c'était l'attente dans laquelle nous étions depuis le Vietnam. On dit enfin, on sait pourquoi nous combattons. Il assurait tous les habitants du territoire algérien d'une égalité. Et le fait qu'il promette cette égalité, français à part entière, de tous les citoyens, c'était une motivation formidable. De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Il n'a jamais très bien compris ce que pouvait être l'attachement charnel des Pieds Noirs à leur terre nourricière. Et je ne pense pas qu'il comprenait très bien non plus la mentalité des Arabes. Et il ne comprenait pas notre génération d'officiers. Moi, Élie de Saint-Marc, comme la plupart des cadres de l'armée française en Algérie, j'ai passé des nuits à essayer de convaincre, et à convaincre des hommes à s'engager à nos côtés. Et j'ai convaincu ces hommes-là, et je suis responsable vis-à-vis de ces hommes que j'ai convaincus. Et moi, Élie de Saint-Marc, j'ai été dans les villages, dans les douars les plus isolés, sur les murs des maisons des Mechtas les plus humbles. J'ai fait écrire « L'armée est là, l'armée reste, l'armée vous protégera ». Et ça, je ne l'ai pas fait comme ça parce que j'avais envie de le faire. Je l'ai fait parce que j'ai reçu des ordres. Mais qui leur a demandé de donner leur parole? Personne. Jamais je n'ai confirmé leur parole. Mais je comprenais que certains d'entre eux aient pu, imprudemment d'ailleurs, la donner. C'était leur responsabilité, une responsabilité dont ils ont par la suite supporté les conséquences. Au début de l'année 1960, l'armée contrôle la situation militaire, mais la donne politique n'évolue pas. De Gaulle choisit la voie de l'indépendance avec le FLN. Plusieurs de vos camarades crient à la trahison et quittent l'armée. Pourquoi restez-vous, Élie de Saint-Marc? Nous avions notre mémoire jaune. Moi, j'avais dans ma mémoire ce que j'avais vécu là-bas, et ces hommes qui se jetaient à la mer pour rejoindre les bateaux français, et je me disais, mais tous ces musulmans que l'on a mouillés, qui ont pris les armes à nos côtés, qu'est-ce qui va se passer? On avait l'impression que c'était un homme qui n'était pas à l'aise, et j'avais l'impression d'un homme très perturbé, qui vivait une crise, une grande crise morale. J'ai le sentiment d'un homme qui passait par une crise de conscience terrible. Et j'étais d'autant plus inquiet que j'avais été à Paris voir mon ami qui est Pierre Dabzi. Et je lui ai dit, pas possible qu'on abandonne tous ces gens-là. Il faut dire à ton ministre que la situation est grave. On leur a jamais demandé de faire des promesses. Tout ça est très touchant. Mais la guerre, c'est la guerre. Un centurion, ça va où on lui dit d'aller. Et il n'a pas à personnaliser tous les problèmes de son métier. Car alors, on ne s'en sort plus. Il y a un moment où, lorsque la discipline, la légalité vous oblige à faire quelque chose qui est contraire à votre conscience, il faut dire non. Le 21 avril 61, le général Schall vous demande l'appui du premier rep. Il veut prendre le pouvoir pour garder l'Algérie à la France. Un quart d'heure plus tard, vous dites oui. À qui? À l'Algérie française ou aux partisans de Taloung? Le régiment était un régiment très adulé, à qui les autorités faisaient beaucoup la cour. Nous étions aussi un peu des vedettes en Algérie, et cette action nous a paru tout à fait dans l'ordre des choses. Je ne vois pas comment Élie aurait pu éviter de rentrer dans ce putsch. Élie n'a rien d'un révolutionnaire, il est, par rapport à beaucoup d'entre nous, un libéral. Il comprenait mieux que nous, peut-être, l'évolution des peuples et la nécessité de leur donner un autre statut. Mais poussé par des capitaines aussi fougueux que ceux du premier rep, se retrouvant convoqués par le général Schall, pour lequel il avait, comme nous tous, beaucoup d'admiration, que pouvait-il faire? Il ne pouvait pas dire non. Quand je suis revenu en voiture, j'ai revu ces paysages familiers à mon regard et qui m'ont apparu totalement différents. Je ne les ai pas reconnus parce que j'avais la connaissance de quelque chose qui allait changer ma vie.
Nos adversaires n'étaient pas cette fois des rebelles, c'était nous qui étions les rebelles. Le commandant de Saint-Marc nous a demandé, nous a indiqué qu'il s'était engagé et laissé libre chacun de prendre une position personnelle. Et je leur ai dit, de toute façon, je vais donner à l'ordre au régiment de m'obéir, de me suivre. Ceux parmi vous qui ne sont pas d'accord me le diront. Dans la nuit, vous prenez Alger. La ville endormie ne se doute de rien. Les dés sont jetés. Une ambiance étrange parce que je crois qu'Alger s'est réveillée surprise de voir les parachutistes occuper la ville. Il y a eu un moment de surprise et de joie aussi parce qu'ils pensaient que le cours de l'avenir de l'Algérie allait être changé. Ils se trompaient. En métropole, c'est la stupeur. Cette insurrection est un véritable coup d'État. Ma première réaction a été une réaction de colère et de tristesse. De colère contre les auteurs de ce putsch et de tristesse devant les conséquences que le putsch entraînerait forcément pour l'Algérie et pour la France. Le putsch au début a semblé être une réussite et puis au bout du 4e jour, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait presque plus personne qui marchait. Et je me suis rendu compte en arrivant au gouvernement d'Alger que c'était une ambiance de défaite. J'ai vu les 4 généraux qui étaient réunis dans un bureau et j'ai craint à ce moment-là qu'il y eut effusion de sang. Je dis tous les moyens soient employés partout. Élie de Saint-Marc, vous reconnaissez-vous dans ces officiers fanatiques et ambitieux dont parle De Gaulle à la radio? De les réduire. Saint-Marc est venu me voir, m'a pris par l'épaule, il m'a dit « Je veux que vous soyez maintenant mon témoin ». Et Saint-Marc, j'ai suivi Saint-Marc, je l'ai accompagné partout, au moment où il a refusé à la foule de lui donner des armes. Car donner des armes à la foule, c'était une action révolutionnaire qu'il refusait absolument. Et moi, je suis en fait sur la grande place du gouvernement, au moment justement où les parachutistes du 1er REP, avec De Saint-Marc, que je vois de très près, dégagent. Et De Saint-Marc, comme s'il était à la parade, les réunit. Et je me rappelle toujours cette espèce d'esprit de discipline qui, même à ce moment-là, en pleine déroute, le 1er REP restait le 1er REP. Quelle est votre réaction? C'est que De Gaulle est formidable et... nous sommes tous d'accord, on est pour lui, il a d'accord. sauvé la France une fois, il a sauvé 2 fois, on est fous de joie. Et vous, monsieur? Je pense que c'est très rapide. Je n'arrive pas à comprendre comment les opérations ont pu se passer si rapidement, sans effusion de sang et sans rien. Je reste assez perplexe. Vous êtes désavoué par les Français. Vous décidez de vous rendre. Ma décision est d'accepter, d'assumer mes actes de rébellion, d'insubordination à l'égard de la justice de mon pays et à l'égard de l'opinion, parce que je pense qu'il faut lui expliquer pourquoi nous avons fait cela. Les gendarmes étaient chargés de faire respecter l'ordre autour de Zeralda. Les hélicoptères de la gendarmerie survolaient le camp à basse altitude. Les automitrailleuses gardaient leurs armes pointées en direction du camp. On entendait des détonations, c'était les dernières munitions que les légionnaires faisaient sauter. Et finalement, le commandant de Saint-Marc a accepté de venir nous parler. Il était tête nue, les traits tirés, le visage extrêmement fatigué, il n'avait pas dormi pendant 2 nuits, il était en tenue de combat. Et à tous les journalistes, j'y étais, qui l'interrogeaient, qui lui posaient cette question, il a simplement dit « Je vous demande de dire une seule chose, nous ne sommes pas des nazis. » Et il a fait demi-tour et il est parti. Je suis venu à Alger et j'ai signé de ma main la dissolution du 1er REP et d'un certain nombre de régiments.
Le 1er régiment étranger de parachutistes a quitté Zeralda en bon ordre. La population du village voisin de Zeralda était prévenue du départ des légionnaires, s'est massée sur la route, et il y avait de superbes massifs de roses. Et les habitants de Zeralda, musulmans et d'origine européenne, ont lancé les fleurs aux légionnaires qui sont partis. Vous étiez le commandant de Saint-Marc, chevalier de la Légion d'honneur, 13 citations, commandant par intérim du plus beau régiment de France. Vous n'êtes plus rien. Vous dites au juge, je préfère être fusillé dans un fossé de Vincennes plutôt que de continuer ce métier de parjure. C'était la première fois depuis la Gestapo que j'étais remis en prison, mais cette fois par mes compatriotes. Je pensais bien sûr à ce moment-là à mes parents qui devaient être effondrés par ce qui m'arrivait, à ma femme, à ma petite fille. Et je suis rentré dans cette cellule que j'ai découverte avec une table scellée au mur, un tabouret retenu au mur par une chaîne, un lit également scellé au mur, un coin d'eau qui puait, et il a refermé la porte derrière moi, et j'ai entendu la serrure qui grinçait dans la porte, et je ne savais pas encore que j'avais devant moi plusieurs années de prison à vivre. On ne peut pas reprocher à de Saint-Marc ni, si vous voulez, une conduite brutale, ni immorale. Je crois qu'il a été de ceux qui ont essayé de sauver l'honneur de la France à sa façon. Il est certain qu'un patron de régiment de Légion étrangère qui lance son régiment dans une aventure pareille, ben, il commet un acte d'une extrême gravité. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de savoir pourquoi. Et quand on sait pourquoi, on est rempli tout de même d'une extrême réserve. Le 5 juin 1961, c'est votre procès. Il a connu Buchenwald à moins de 20 ans, puis en Indochine des épreuves effroyables. En Algérie, il a souffert ce qu'il appelle des tâtonnements. Il déclare « Nous y avons fait tous les métiers parce que personne ne voulait les faire. » Saint-Marc évoque ses 15 années sacrifiées. J'étais en uniforme avec mes décorations et j'avais mon béret vert, mon thermos sous le bras, une petite sacoche où j'avais ma déclaration. Et je suis rentré dans le palais de justice, qui était impressionnant. Je crois que c'est la grande salle du palais de justice. Je ne sais pas s'il est obligé de le faire, mais il est arrivé en uniforme avec ses décorations et très fier, si vous voulez. J'ai pensé, il est provocateur. Voilà ce que j'ai pensé. Il cherche. Bon, et il va avoir. S'il se présente comme ça, il ne va pas avoir 3 ans, bien sûr. Le garde des Sceaux vous fait savoir que le tribunal sera clément si vous regrettez votre geste à l'audience. Vous refusez. C'est un moment de très forte émotion, c'est sûr. Il y avait une intensité dans la salle. On savait que les choses allaient quand même se jouer de façon très difficile. Et il y avait beaucoup de ses partisans. Il y avait beaucoup de sa famille. Donc je dirais qu'il y avait à la fois certainement une espèce d'élan affectif autour de lui et de grande proximité qu'il a dû sentir. Puis j'ai vu le défilé des témoins avec une certaine émotion. J'ai vu le général Gracieux qui est venu. Et puis j'ai vu un certain nombre de camarades que je n'avais pas vus, pour certains d'entre eux, depuis la déportation. J'ai vu Saint-Marc très pâle, assis à sa table. J'ai été vers lui, j'ai serré la main. Bon, à ce moment-là, je me suis fait engueuler par le président du tribunal en disant « Vous n'avez pas manifesté votre amitié pour un prévenu ». Et puis alors, j'ai raconté exactement ce que j'avais vu, précisant bien les choses, en disant il a refusé de distribuer les armes à la foule, ce qui aurait été effectivement dangereux. C'était à ce moment-là une déflagration épouvantable. Ça ne m'a pas surpris. Mais je suis sûr qu'il y est allé sans illusion. Simplement par loyauté, par fidélité. C'était ce genre d'homme. Il était trop intelligent pour penser que ça pouvait mener quelque part. Il était coupable. Dans le cadre de la discipline militaire, il était évidemment coupable. Il n'y a pas de doute. Mais oui, comme moi en 40, la même chose. Je respecte l'homme et je considère que son geste a été un geste d'une extrême gravité et qui, par conséquent, justifiait son jugement et sa condamnation. Le procureur se plaint de pression du ministre des Armées.
et s'écrit, ce n'est pas seulement l'acte que vous devez juger, mais l'homme. Conclusion, l'avocat général requiert une peine de détention de 5 à 10 années. Vous êtes condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Un choc, et puis la volonté de bien me tenir, de réagir honorablement sous l'épreuve, sous le choc. Donc j'ai fait quelques gestes que j'avais un petit peu prévus d'avance, c'est-à-dire j'ai retiré mes décorations, je les ai remis à mon avocat, et puis il y a quelques souvenirs qui sont remontés brutalement à ma mémoire. Il y a eu une espèce de film de ma vie qui repassait très rapidement devant mes yeux à ce moment-là où ma vie basculait totalement. Je me souviens aussi de l'effondrement de sa femme, donc je pense qu'on s'attendait à quelque chose de plus modéré. Et je me souviens aussi de l'effroi de mon père. Il faut quand même pas s'étonner, ayant violé la loi, de se faire juger par des juges qui, eux, jugent est-ce que, non pas si vous êtes bon ou mauvais, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ce que vous avez fait est conforme ou non à la loi? Bon, dans ce sens-là, je crois qu'Élie, effectivement, avait violé la loi. 10 ans, bon, 10 ans, il a fait 5. Je trouve que c'est pas cher. La raison d'État l'emporte. Le grand chancelier de l'Ordre de la Libération démissionne en signe de protestation. J'ai regagné le panier à salade et j'ai revu par les vitres du panier à salade le monde de la liberté qui m'a paru un monde totalement étranger au monde dans lequel j'allais vivre. J'ai vu des hommes et des femmes. Je me souviens d'un couple d'amoureux. L'homme tenait cette jeune fille ou cette jeune femme par le bras et je me souviens avoir traversé la Seine et j'ai regardé cette Seine qui coulait depuis des siècles, insensible à tous les tumultes de l'histoire de France. Et je regagnais la santé où on m'a enfermé dans ma cellule. Je me suis étendu sur mon lit et la cellule m'a paru très lourde parce que je me suis dit que pendant de longues années, j'allais être prisonnier d'État, détenu criminel. Et moi, je me suis retrouvé seul avec mon destin fracassé et mes 10 ans de réclusion criminelle devant moi. Automne 61. Vous passez de prison en prison avant d'être transféré à la maison d'arrêt de Tulle. C'est une épreuve qui accable un homme, qui détruit un homme. Je crois qu'un homme qui va en prison est menacé de destruction morale. Moi, aujourd'hui, entre 20 regards, je reconnais le regard de celui qui sort de tôle. C'est une impression de vide, une impression de non-être. Et nous avions vraisemblablement ce regard quand nous étions en tôle, et nous étions guettés par cette destruction qui guette tout homme qui est privé de liberté, qui se bat, qui souffre. Là, non. Printemps 62. En prison, vous apprenez la signature des accords d'Évian et le vote massif des Français en faveur de l'indépendance. Un monde disparaît, un autre naît sur des braises où vous n'avez plus votre place. Noël 66. Vous êtes gracié par le général de Gaulle après 5 ans de détention. Vous avez 44 ans. Vous êtes déchu de vos droits civiques, de vos décorations et de vos droits militaires. Vous êtes libre. Je me suis levé et regardé par la fenêtre. Derrière la fenêtre, il y avait un grand mur. Ce grand mur blanc était le mur où je projetais un peu mes fantasmes et mes rêves. Et je revis un petit peu tout ce que j'avais vécu, ce procès, les harkis épouillantés ou décapités. J'ai revu les fils de pieds noirs attendant les bateaux. J'ai revu le jour où j'avais dit oui au général Charles. J'ai revu les combats que j'avais menés en Algérie. J'ai revu Taloum. J'ai revu les partisans qui s'accrochaient aux camions. Les crosses qui s'abattaient sur ses mains pour les faire lâcher prise. J'ai revu mes camarades de déportation. J'ai revu les bois de mon enfance. Et j'ai revu mes parents qui étaient morts pendant ma détention. Et je me suis recouché. Je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à ce retour dont je devinais qu'il serait difficile. Un monde que je ne reconnaîtrais plus, des proches auxquels j'aurais du mal à me réhabituer, un métier que je devrais rechercher, que je devrais apprendre, que je devrais pratiquer.
Et je pensais à cette nouvelle étape de la vie, plus prosaïque, mais qui allait être certainement pour moi très difficile à vivre.